Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre nouvelle émission à l'école, présentée par Ali Woon, organisée par la radio Seine Vision Média. Dans notre émission de ce jour, nous allons poursuivre et terminer notre série pour le voyage à l'étranger en France et nous parlerons de deux sujets très importants, en l'occurrence le logement et le budget. Par budget, j'entends les moyens dont vous disposez pour survivre une fois sur place. Dans notre rubrique La voix de l'auto-entrepreneur et dans la suite de ce qu'on a vu la semaine dernière, à savoir le métier du designer, aujourd'hui nous allons parler de la création de sites web avec Monsieur Khan. Nous aurons en français une expression délicate qui pose des problèmes à beaucoup de personnes et nous finirons notre émission par notre rubrique I Speak English avec une amie sud-africaine qui vous lira une petite histoire en anglais, histoire que vous découvriez l'accent sud-africain. J'ai toujours un plaisir de vous accueillir sur la radio Seine Vision Média et vous écoutez votre émission à l'école. Vous écoutez Seine Vision Média sur www.seinevisionmedia.com. Seine Vision Média, nous sommes premiers. Bonjour cher Malay. Bonjour Alune, bonjour chers auditeurs. Merci encore pour l'invitation Alune. Alors maintenant on va parler logement. Alors il y a deux possibilités, soit j'ai déjà un logement, c'est réglé, et dans ce cas-là on parlera de la procédure auprès de la CAF, la caisse d'allocation familiale, ou deuxième hypothèse, je n'ai pas encore de logement définitif. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil dans ces deux cas? Oui mon cher, alors pour le logement, il y a deux cas de figure, comme tu l'as si bien dit. Soit c'est des gens qui ont déjà un logement, c'est-à-dire c'est des gens qui ont fait leur dossier Crous depuis le Sénégal, ou qui, une fois sur le territoire français, ont pu signer un contrat de bail. Donc pour ces gens-là, la première démarche à faire, c'est de faire leur dossier CAF. Alors on va rappeler, la CAF, c'est la caisse d'allocation familiale. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'État français prend en charge les frais, une partie des frais de loyer des étudiants. Ça peut aller jusqu'à 40, 35, 40% du loyer. Donc, mais c'est des démarches à faire. Alors, il faudrait se rendre à la CAF. Dans presque toutes les villes, il y a plusieurs bureaux CAF et faire votre dossier. Ou sinon, vous pouvez aussi faire votre dossier dématérialisé, c'est-à-dire le faire en ligne sur le site de la CAF. Vous pouvez faire une simulation et à partir de ce moment-là, on vous dira les documents à fournir qu'il faut fournir et voilà, le tour est joué. Ça, c'est pour les gens qui ont déjà un logement. Pour les autres, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas encore de logement, qui viennent d'arriver, c'est des gens qui sont hébergés, qui cherchent un logement. Pour ces gens-là, pour trouver le logement, il y a plusieurs possibilités. Dans un premier temps, je vous parlerai de Crous. Le Crous, ça vous permet d'avoir des logements moins chers. Après, il y a un petit souci, c'est-à-dire que dans certaines grandes villes, que ce soit Marseille, Paris, Bordeaux et autres, les étudiants étrangers qui sont au niveau licence, ils sont pas obligatoires en fait pour les logements universitaires. Donc c'est pourquoi c'est difficile pour eux de trouver des logements universitaires. Donc ils sont obligés de se rabattre sur le privé et les prix ils sont un peu plus chers dans le privé. Donc pour chercher un logement dans le privé, rien de plus simple. Il y a des sites comme Le Bon Coin, il y a souvent des annonces de logements pour étudiants. Sinon, souvent, le Crous, ils mettent des logements des particuliers sur leur site. Sinon, vous pouvez toujours aussi passer par les agences. Voilà. Malais, nous allons maintenant parler budget. Je pense que déjà, quoi qu'il en soit, peu importe le contexte, il faut prévoir un budget potentiellement pour tourner pendant 2 mois. Pour une raison très simple, c'est que même ceux qui ont une bourse vont mettre un peu de temps à percevoir leur bourse. Et pour ceux qui n'ont pas de solution de type bourse ou une solution qui pourrait venir d'ailleurs, en parents ou autre chose, c'est les gens qui vont devoir travailler. Et d'ici à ce qu'ils trouvent un travail, il leur faut aussi un budget. Et qu'est-ce que tu donnes comme conseil, notamment pour ceux qui cherchent un boulot? Voilà une question très pertinente. Une question qui mérite vraiment que je m'y attarde un peu. Parce que, on va dire, on sait très bien, le plus grand problème, c'est le côté financier. Parce que c'est là que j'attire aussi l'attention de mes jeunes frères. Un voyage, ça se prépare. Faut vraiment pas se lancer dans l'aventure comme ça. Entendre les gens parler de la France, des possibilités qu'il y a, et vous lancer dans l'aventure comme ça, moi je vous le conseille pas. Un voyage, ça se prépare. La France, tout est cher.
Une baguette de pain, ça coûte 80 centimes dans certaines villes. Donc, faut vraiment se préparer financièrement. Surtout, aussi, tout ce qu'on vous dit là, qu'une fois en France, vous allez trouver un travail, c'est juste le début qui est difficile, ça c'est pas vrai. Ça c'est pas vrai. On trouve pas comme ça un travail. Il vous faut un temps d'adaptation pour trouver un travail. Donc, avant de vous lancer dans des procédures, économisez, parlez à vos parents, préparez le voyage. Ça vous évitera une fois en France d'être confronté à un certain problème. Beaucoup d'étudiants, je dis bien beaucoup d'étudiants, ne réussissent pas la première année ou sont là à reprendre des années parce qu'ils n'avaient pas bien préparé leur voyage. Donc c'est un conseil que je donne à tous les étudiants, préparez-vous financièrement parce qu'en France, tout est cher et c'est chacun pour soi. C'est pas comme le Sénégal où tu peux rentrer dans n'importe quelle maison, manger, voilà. J'attire aussi l'attention sur ses parents. Avant d'envoyer vos enfants, mettez-les dans les bonnes conditions. Un jeune qui quitte le Sénégal, voilà, moi ça m'est arrivé de voir des étudiants qui sont venus en France, qui sont venus à Marseille avec, ils n'avaient même pas l'argent pour s'inscrire. Voilà, se disant ouais, je vais aller là-bas, je vais d'abord travailler et après je vais m'inscrire. Ça se passe pas comme ça. Côté budget, c'est pas pour rien que l'ambassade de France, il exige que l'étudiant ait 615 € pour pouvoir vivre en France. C'est simple. Ils ont estimé le loyer et le coût de la vie. C'est-à-dire que vous avez un loyer, je vous donne un exemple terre à terre, vous avez un loyer à 300 €. Avant d'avoir la carte, il faut 2 mois, 3 mois, c'est des démarches à faire. Donc ça veut dire que chaque mois, il faut déverser 300 € au bailleur. Le coût de la vie, le transport, à manger, vos frais de téléphone, tout ça, on peut les estimer à 200 €. Donc il faut minimum 400 € par mois, selon les villes. Après, si c'est Paris, c'est vrai que ça va flamber parce que déjà Paris, le prix du loyer, il est plus cher que les autres villes. Et la bourse, elle suffit pas. Même ceux qui ont la bourse de l'État du Sénégal, c'est quoi? Quand tu es en province, c'est 300 €. 300 €, tu as un loyer à 200 et quelques euros, il te restera que 100 € pour vivre. Ça veut dire qu'il faut vraiment l'aide des parents. Pour trouver un travail, il faut déjà un temps d'adaptation. Voilà, moi je conseille vraiment aux parents, avant d'envoyer vos enfants au Sénégal, mettez-les dans des bonnes conditions. Mettez-les dans des bonnes conditions. J'insiste vraiment sur ça. Il faut minimum un budget de départ. Minimum, un étudiant qui arrive en France, il doit avoir minimum, moi je pense, un minimum pour les 2 premiers mois, au moins 1500 €. Avec 1500 €, il pourra tenir au moins 2 mois, 3 mois, le temps de trouver un travail. Et c'est pas évident qu'au bout de 3 mois, vous allez trouver un travail. Donc, préparez-vous financièrement. Parce que déjà, la plupart, quand ils arrivent, ils sont en retard. Donc, ils sont obligés de se mettre à jour. Donc, cumuler les deux. La plupart, ils n'avaient pas l'habitude de cumuler travail et études. C'est pas possible. Et beaucoup d'étudiants échouent à cause de ça. Parce qu'ils sont obnubilés par l'argent. Les parents aussi, ils pensent que l'étudiant, dès qu'il arrive en France, il va commencer à travailler. Ça se passe pas comme ça. Vraiment, j'attire l'attention des parents sur ça. À l'une, j'y tiens. Ça se passe pas comme ça. Moi, j'ai vu beaucoup d'étudiants qui ont sombré, qui sont passés à autre chose. Et pourtant, ils étaient très excellents au Sénégal. Donc, de grâce, s'il vous plaît, avant de vous lancer dans des procédures comme ça, préparez-vous financièrement. Nous allons maintenant aborder la question du travail, si tu veux bien. Pour trouver un travail, rien de plus simple. Faut faire votre CV déjà. Avec le CV, il faut faire le tour. Nous, on a fait le tour. Hein. On est parti dans les restos. Faut vraiment être motivé. Faut faire ses CV et faire le tour. Aller dans les restos, déposer des CV. Ne vous contentez pas de faire des demandes sur Internet. Ça marche pas. Voilà, il faut être motivé. Il faut aller directement au McDo, dans les KFC, dans les restos, dans les boutiques, vous déposez votre CV. Là, au moins, la personne qui vous va venir, il saura que celui-là, il est motivé et qui cherche vraiment un travail. Mais comme vous allez postuler en ligne, tout le monde va postuler sur Internet. Donc, moi, je conseille plus d'aller directement dans les entreprises et déposer votre CV, si c'est possible. Aussi, essayez d'aller voir les agences d'intérim. Les agents d'intérim, c'est très simple. Où vous allez, vous inscrivez, ils ont vos CV,
et vos coordonnées. Dès qu'ils ont les offres, ils vous appellent selon vos disponibilités. Vous êtes disponible, vous allez travailler. Vous n'êtes pas disponible, que vous n'êtes pas disponible. Faut pas oublier que le but du voyage, c'est pas le travail. Vous êtes venu en France pour étudier. Donc, faut essayer de voir comment concilier les deux. Faut pas que plus travailler faut pas plus se pencher sur le travail et oublier les études, parce que si vous étudiez pas, vous allez rentrer au Sénégal. Et aussi, il faut savoir que l'État français vous permet de travailler 60% de l'heure légale. C'est-à-dire qu'un étudiant avec un statut d'étudiant, il peut pas dépasser les 21 heures par semaine. Vous dépassez les 21 heures par semaine. Ok, mais sachez que si vous redoublez et que vous validez pas votre année, une fois que vous partez pour renouveler votre titre de séjour, la préfecture peut ne pas le renouveler. Et ils regarderont vos heures de travail que vous avez fait sur l'année. Ils vous diront que vous, au lieu d'aller faire vos études, vous faites que travailler. Donc, pensez-y. Le travail, ok, mais faites-le à temps partiel. Voilà, pour un étudiant, moi je préconise, ne dépassez pas les 15 heures par semaine. 15 heures par semaine, ça suffit pour un étudiant. Vous travaillez 15 heures par semaine. Le mois, ça vous fait 60 heures. Avec 60 heures, vous allez gagner 500 € minimum. Avec 500 €, vous pouvez payer votre loyer et être indépendant et payer tous vos frais. Malais, tu sais, j'ai tendance à considérer, et je pense que c'est un fait, être étudiant en France, c'est un statut. Ça veut dire que ça donne droit à des réductions, parfois à des passe-droits, et ainsi de suite. Et je ne sais pas si tu aurais quelque chose à rajouter dans ce domaine. Être étudiant, c'est un statut en France. Les étudiants, ils savent en fait. Ils savent que les étudiants, c'est ce qu'on dit, les étudiants, c'est des fauchés. C'est vrai, ça c'est vrai. Bon, après, pas tous les étudiants. Il y en a qui sont bien quand même. Mais être étudiant, c'est un statut. Et ça vous donne vraiment beaucoup de réductions. Je vais essayer de donner quelques exemples. Supposons vous allez au McDo, vous avez votre carte étudiant, vous achetez un menu McDo, vous avez un sandwich offert. C'est pareil au KFC, c'est pareil aussi dans beaucoup de restaurants, que ça soit Domino's Pizza, vous avez votre carte étudiant, vous avez le menu à 7,99 €. Voilà, il y a pas mal de choses comme ça. Vous allez au ciné, vous avez toujours des réductions étudiantes. Souvent, c'est dans les 20%, 30%. Voilà. Donc, votre carte étudiant vous donnera accès à beaucoup de choses. Aussi, même pour prendre le train, vous avez souvent des réductions étudiants. Pour conclure, moi, j'ai un conseil qui me tient à cœur. Et ça, je le renvoie aux parents et aux étudiants à la fois. C'est-à-dire que moi, j'ai vu beaucoup d'étudiants venir en France avec 0 francs. Souvent, ils viennent, ils n'ont pas de logement. Pour l'anecdote, moi, je vais te dire que nous, il y a des étudiants, on a dû cotiser entre nous pour leur payer leur inscription. Il y a des étudiants où on était obligé de les héberger au moins 6 ou 7 mois parce que on savait que si on les laissait, ils allaient échouer. Ils avaient vraiment les moyens de pouvoir payer un logement. Donc, de grâce, s'il vous plaît. Bon, vraiment, c'est un cri de cœur. Et je tiens à ce que vraiment cette vidéo, que cet audio, même les parents, ils l'entendent en fait. Les parents qui sont au Sénégal. Parce que la plupart des parents, ils pensent que la France, c'est l'Eldorado. Que tu envoies ton enfant comme ça. 2 ou 3 mois, il va commencer à s'en sortir. Il va commencer à t'envoyer de l'argent. Ça se passe pas comme ça. Faut vraiment enlever ces idées-là des têtes des parents en fait. Et beaucoup d'étudiants, ils sont confrontés à des problèmes parce que leurs parents, ici au Sénégal, leur demandent de l'argent. Un enfant qui part en France pour faire ses études, déjà, il n'a même pas le temps de se concentrer normalement pour pouvoir réussir, et passer ses années tranquillement. Mais la pression des parents au Sénégal, ça, faut en parler. Et j'y tiens vraiment, ça, j'y tiens. S'il vous plaît, avant d'envoyer vos enfants au Sénégal, en France du moins, mettez-les dans des conditions, s'il vous plaît. Les laissez pas se lancer dans l'aventure comme ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je te remercie pour tout. Je te remercie encore pour l'opportunité que tu m'as offert de pouvoir parler de mon expérience et de pouvoir donner des conseils à mes jeunes frères. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine numéro. Merci à tous et merci chers auditeurs. Vous écoutez Senvision Média sur www.senvisionmedia.com. Senvision Média, nous sommes premiers. Bonjour Monsieur Khan, nous sommes ravis de vous accueillir à l'école. Quels sont les types de sites web que vous proposez à vos clients? Bonjour Alun.
Merci déjà pour l'invitation et je suis également ravi d'être parmi vous. Bon, déjà permettez-moi de me présenter, je me nomme Mohamed Khan, je suis auto-entrepreneur, CEO de Solutions Web. Bon, pour répondre à votre question, nous proposons différents types de sites web. Mais la plupart du temps, nous développons des sites vitrines, des sites e-commerce, des sites institutionnels, des sites e-learning, etc. Disons que cela dépend en grande partie du besoin du client. Monsieur Khan, quel a été le parcours qui vous a mené à ce type de poste? Bon, mon parcours qui m'a mené à ce poste, voilà, disons que après l'obtention de mon baccalauréat, voilà, j'ai fait une formation en licence professionnelle en informatique de gestion, mais une formation que j'ai pas pu terminer malheureusement parce qu'elle ne répondait pas tellement à ce que je voulais faire réellement. Bon, c'est après que j'ai rejoint l'ISEP de Thiès. Bon, là-bas, j'ai fait une formation en développement web et mobile. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées au moment de lancer votre activité? Bon, écoutez, M. Ndiaye, des difficultés, on en rencontre tout le temps. On en rencontre tout le temps. Mais bon, on essaie de faire avec quand même. Bon, sinon, tout au début, c'était pas du tout facile. Hein. Voilà, c'était vraiment pas du tout facile. On avait du mal à trouver nos tout premiers clients. Mais bon, comme j'ai l'habitude de dire, tout début est difficile. Voilà. Merci Monsieur Khan pour votre intervention. Pour finir, comment est-ce qu'on peut vous contacter? Merci également à vous, M. Ndiaye. C'est vraiment un grand honneur pour moi de participer à cette émission à l'école. Donc voilà, pour me contacter, vous pouvez utiliser mon mail contact@solutionweb.com ou bien mohamed@solutionweb.com. Je suis joignable aussi sur WhatsApp. Vous écoutez Senvision Média sur www.senvisionmedia.com. Senvision Média, nous sommes premiers. Au jour d'aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'une expression qui est souvent sujet à controverse et une expression donc qui a ses détracteurs et ses défenseurs. Cette expression, aussi étonnante que ça puisse paraître, est datée du XVIe siècle et au jour d'aujourd'hui, l'usage qui en est fait peut très souvent laisser à désirer. Je pense que vous l'aurez deviné, il s'agit bien de l'expression au jour d'aujourd'hui. Étymologiquement, si on veut comprendre cette expression, nous devons la séparer en deux. D'une part au jour et de l'autre aujourd'hui. Commençons par aujourd'hui. Aujourd'hui se compose de deux parties, au jour et hui. Hui signifie ce jour, donc le jour où on est. Ce qui fait pour aujourd'hui que ça signifie au jour de ce jour, ce qui est déjà en pléonasme. Mais passons. Et quand on en vient à l'expression au jour d'aujourd'hui, littéralement, cela signifie au jour du jour de ce jour. Alors, comment sommes-nous arrivés là? Tout vient de l'ambiguïté qu'il peut avoir derrière le mot aujourd'hui. Exemple. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. La phrase signifie que le jour où je m'exprime est en dimanche. Deuxième exemple. Aujourd'hui, je ne suis plus en accord avec l'administration américaine. Dans ce sens, aujourd'hui aurait plutôt pour synonyme de nos jours, actuellement, depuis quelque temps, à notre époque. Donc, l'information est beaucoup plus générale et ne porte plus sur le jour même où je m'exprime, mais plutôt la période où je m'exprime. Et pour les défenseurs de l'expression que nous traitons ce jour, aujourd'hui est très souvent utilisé pour exprimer non pas le jour où on s'exprime, mais plutôt la période, le moment, l'époque où on s'exprime. Donc, au jour d'aujourd'hui permet de mettre l'accent sur l'information qui veut dire que je m'exprime en tel jour et ce que je dis s'applique à ce jour. Maintenant, rappelons que oui signifie ce jour, qu'aujourd'hui peut s'interpréter par au jour de ce jour et que l'expression au jour d'aujourd'hui peut se comprendre par au jour du jour de ce jour. Ce qui signifie bien que cette expression est exceptionnelle, qu'elle vient apporter une information que dans certains contextes on peut avoir du mal à transmettre juste avec le mot aujourd'hui. Seulement, il faut avouer que de nos jours, à la télé comme à la radio, cette expression est utilisée à toutes les sauces. Donc, je pense que pour le bien de votre expression générale, votre expression orale et même écrite, il est bien que vous appreniez tout d'abord à varier vos expressions. Utilisez autant d'expressions qu'au possible. Bannissez même dans un premier temps l'usage de cette expression et dites-vous que il vaut mieux des expressions comme ça, qui sont quand même exceptionnelles. Ce sont des expressions que l'on utilise de manière exceptionnelle.
Et donc au jour d'aujourd'hui, je vous demanderai de faire très attention à l'usage de cette expression. Vous écoutez Senvision Média sur www.senvisionmedia.com. Senvision Média, nous sommes premiers. Dans notre rubrique I Speak English de ce jour, nous avons décidé de vous partager une lecture réalisée par une amie sud-africaine et concernant l'histoire La princesse au petit pois. Alors pourquoi cet exercice? Parce qu'il faut être conscient d'une chose, c'est que l'anglais, c'est vrai la langue la plus parlée au monde aujourd'hui, mais il faut savoir que l'anglais se parle différemment d'un pays à l'autre et surtout vous n'avez pas le même accent. Ce qui signifie que si vous voulez voyager et parler anglais, si vous voulez travailler avec des gens qui sont à l'étranger et pouvoir parler anglais avec eux et les comprendre, il faut régulièrement faire cet exercice d'essayer de comprendre des accents différents. Donc je vous laisse apprécier cette lecture et j'espère que cela vous plaira. The Princess and the Pea. There was once a prince who longed to marry. One day he set out on his horse to visit the neighboring kingdoms with the hope of finding a princess. The prince traveled from kingdom to kingdom. At first kingdom, the princess was too vain. At the second kingdom, the princess was too young. At the third kingdom, the princess was too mean. When will I meet the right princess? The prince cried as he rode away. The prince finally returned home very discouraged. For days he moped about the castle, wondering if he would ever find the right princess to marry. One stormy evening, the king heard a faint knock at the castle door. He could not imagine who would be out in such terrible weather. When the king opened the door, he found a beautiful girl, soaking wet, standing in the rain. "My dear," he exclaimed, "what are you doing out in the pouring rain?" "I am Princess. I am lost," she said, shivering. "Would you please give me shelter for the night?" "Of course," the king said with delight. He beckoned to the queen and to Prince to come and meet the princess. "Mother," the prince said to the queen, "she is beautiful. But how can I know if she is a real princess?" "Leave it to me," said the queen. Before bedtime, the queen prepared the guest bedroom for the princess. On the first night mattress, she placed a small green pea. Then the queen ordered her servant to pile 20 mattresses and 20 feather quilts onto the bed. One by one, the servant dragged in the mattresses and the quilts. It was not long before the servant had to bring in a ladder to reach the top. Finally, the servant finished. The queen could barely even see the top of the bed. "Perfect," the queen thought to herself. That night, the princess climbed up the ladder into the bed. "Good night," she called down to the queen. "Good night, dear," the queen shouted up to the princess. Then the princess fell asleep. The next morning, the princess arrived at breakfast looking very tired. "How did you sleep, my dear?" asked the queen. "I slept terribly," cried the princess. "There was a lump in the bed, and my body is now covered in bruises. Only the tender fair skin of a real princess could have felt the pea through 20 mattresses and 20 feather quilts," the queen exclaimed. The prince was so happy that he asked the princess to marry him that day. They were married outside where the sun shone brightly. To honor the princess, the king and queen placed the pea in a glass box for everyone to see. The end. Vous écoutez
Senvision Média sur www.senvisionmedia.com. Senvision Média, nous sommes premiers. Alors nous arrivons au jour d'aujourd'hui à la fin de notre émission. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo sur YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous trouverez les informations nécessaires dans la description YouTube. Comme ça, vous serez informés de nos prochaines publications. Et en attendant, nous vous disons écoutez la radio Senvision Média et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures à l'école. Au revoir.